Bonjour Claire Lejeune. Bonjour. Bonjour Pierre Calfa. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Claire, tu es ancienne co-secrétaire fédérale des jeunes écologistes. Tu es membre de la coordination de Résilience Commune. Pierre, tu es ancien coprésident de la Fondation Copernic et membre du conseil scientifique d'Attaque. Vous lancez ensemble avec 1000 autres personnes un appel qui s'appelle 2022 vraiment en commun, vraiment entre parenthèses. Avec des élus et des activistes de gauche et des écologistes, vous en appelez à une alternative écologique, sociale et démocratique, comme le dit la tribune que vous avez publiée ce week-end sur le site de France Info. On va y revenir, mais d'abord, Pierre, on t'a reçu dans la Midinale il y a un peu plus d'un an. C'était en mai 2019. Tu venais de publier avec d'autres une tribune dans laquelle vous en appeliez à refonder la gauche après les européennes. Il s'est passé quoi depuis ? Eh bien, il ne s'est pas passé grand-chose. C'est-à-dire qu'il s'est passé quand même beaucoup d'appels, de tribunes, et la nôtre est une supplémentaire, et on peut espérer qu'elle ait peut-être plus d'effet que les autres. Mais c'est vrai que toutes ces tribunes, ces appels, et notamment celles qui sont sorties pendant le Covid et le confinement, où il y a eu une profusion de tribunes, n'ont pas vraiment bouleversé le champ politique. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a motivés pour essayer de prendre une initiative dont l'objectif est de se centrer sur l'élection présidentielle de 2022, parce que c'est l'élection majeure qui structure le champ politique, qui structure la vie politique, et d'essayer, à travers cette initiative, de créer une dynamique populaire, une dynamique citoyenne qui justement permette de peser sur le champ politique. Claire, au-delà de l'aspect appel pour la présidentielle, en quoi il se distingue des autres appels, cet appel ? Alors je pense que déjà derrière les tribunes, les appels, il faut voir, il y a la partie émergée qui est le texte signé, mais il y a tout ce qui se passe derrière. C'est-à-dire c'est des militants d'orgas différentes qui tout d'un coup se mettent à parler autour d'un texte, donc autour d'idées. Et ça déjà c'est faire un pas de côté par rapport à nos identités partisanes ou nos identités de militants associatifs. Donc déjà, c'est beaucoup, je dirais. Et puis l'idée avec ce texte-là, c'était déjà par l'amplitude des premiers signataires d'essayer de vraiment lancer un message fort. Et surtout, la deuxième phase, c'est une tribune qui est ouverte en fait à signature très très largement et qui ensuite a vraiment vocation à être suivie d'action. En fait. Donc je dirais que c'est un peu ça découle en fait de tous les appels précédents qui ont été lancés. C'en est effectivement une de plus, mais c'est une qui essaye de faire un peu la synthèse de ce qui s'est passé et qui en fait s'appuie sur tout ce qui a été construit de collectif là pendant le confinement. En fait, beaucoup de choses se sont passées en fait, même en termes de circulation d'idées, de partage sur le fond. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à trouver une structuration à tout ça et que ça puisse avoir un réel débouché politique à terme. Justement, tu disais qu'il y avait eu beaucoup de choses qui s'étaient passées pendant la période du confinement, des idées nouvelles, et je pense notamment à un fait inédit, c'est de voir des organisations type les ONG, Greenpeace, l'Oxfam, partager des tribunes communes, ou en tout cas des propositions communes avec la CGT, la Confédération Paysanne, Sud Solidaire. Est-ce qu'il n'est pas là le problème de l'appel ? C'est qu'il manque à l'appel ceux qu'on aimerait voir signer, c'est-à-dire ces organisations, mais aussi les organisations politiques qui manquent un peu à l'appel de cette tribune, non ? Alors, effectivement, les 34 mesures de Plus Jamais Ça, c'est une des choses par lesquelles on a vraiment compris, je pense, nous, dans les organisations politiques partisanes, que ce travail de recomposition des idées et des luttes était en train de se faire de manière effective et concrète au niveau de la société civile et qu'à côté de ça, la sphère plutôt partisane était un peu à la traîne par rapport à ça. On restait plus ou moins, même si des discussions existent bien sûr, mais d'un point de vue structurel et d'un point de vue de la production d'idées en commun, on était vraiment un peu à la traîne par rapport à ça. C'est aussi suite à ce constat-là que nous, du côté des organisations de jeunesse, on a commencé à beaucoup plus se parler. On a créé un mouvement qui s'appelle Résilience Commune et dont l'objet c'est précisément de faire un peu tomber les murs entre nos organisations. Sur la liste des signataires qu'on a actuellement, on a essayé de faire en sorte que ce soit le plus représentatif possible de cet arc qu'on appelle à rassembler. Mais comme toujours, c'est par étapes en fait. Et effectivement, il manque beaucoup de monde et ça, on le reconnaît complètement, il n'y a pas de souci. C'est vraiment la première étincelle et justement, l'idée, c'est que ce n'est pas une liste de signatures complète. Enfin, ça a vraiment vocation à être rejoint au fur et à mesure des jours et des semaines. Est-ce que justement, la publication d'un appel comme celui-là
ne joue pas contre vous, justement, quand on ne voit pas apparaître des noms qu'on imaginerait ou qu'on aimerait possiblement voir apparaître pour parler d'un véritable rassemblement, puisque vous dites vraiment en commun, un rassemblement vraiment en commun. Est-ce qu'il n'est pas là le principal problème en publiant ces tribunes? C'est le constat d'échec peut-être même de la possibilité d'un rassemblement, puisqu'on ne voit pas les organisations politiques qui sont déjà presque engagées dans la campagne présidentielle. Non, je pense qu'au contraire, c'est un appel qui vise à peser sur les orientations des partis politiques. Aujourd'hui, si les partis politiques étaient déjà dans une logique de rassemblement, notre appel serait inutile. Il n'aurait servi à rien. Bon, on n'a pas vocation à remplacer les partis politiques. Par contre, ce qui nous a motivés, c'est le fait qu'aujourd'hui, on voit apparaître clairement qu'il y a une division qui s'installe et qui est en train de s'enraciner, d'un certain point de vue, à gauche et dans l'écologie politique, et donc il fallait réagir par rapport au risque que représentait cette division dans la perspective de 2022. Mais je voudrais revenir sur la remarque sur le cadre Plus jamais ça, parce que ce qu'il faut voir, c'est que il y a une coupure qu'on peut regretter par ailleurs, mais qui est historique en France, entre le social et le politique. Bon. Et cette coupure, elle n'est pas près d'être surmontée. D'ailleurs, elle est surmontée à de très brefs moments paroxystiques, quand il y a des mouvements sociaux très importants qui bousculent tout. À ce moment-là, il y a possibilité de surmonter cette coupure. Mais par, je dirais, temps calme, entre guillemets, je mets calme entre guillemets, cette coupure est installée. Elle est installée idéologiquement, c'est l'influence de la charte d'Amiens dans les rapports partis-syndicats, mais aussi qui touche les rapports au mouvement associatif. Mais c'est aussi le fait que côté parti politique, il y a toujours eu en France la tentation et la tentative d'instrumentaliser les mouvements sociaux, d'instrumentaliser les organisations syndicales, d'où le fait qu'il y ait une grande méfiance de la part des mouvements sociaux et des organisations syndicales associatives dans leur rapport avec les partis. Bon. Donc ça, c'est un fait, il faut en tenir compte. Ce qui n'empêche pas qu'individuellement, tel ou tel syndicaliste peut s'engager. Et dans notre appel, nous avons pas mal de syndicalistes qui ont signé. Bon. Mais c'est vrai que nous n'avons pas les têtes des confédérations, parce que tout simplement, dans la situation actuelle, c'est impossible. Bon. Quelle étape d'après peut-être ? Votre tribune en appelle à une alternative écologique, sociale et démocratique. Ça suffit pour rassembler ça? C'est le cadre en fait qu'on partage tous. C'est ça qui est, je trouve, assez sidérant dans la période. C'est que en fait, au-delà de nos familles restreintes, c'est-à-dire moi je suis à ELV par exemple, mais par contre je considère que ma famille politique est beaucoup plus large que ça. Ça dépasse de très loin les limites de mon parti, parce que justement on a ce socle d'idées et cette vision qui sont clairement communes en fait. Je pense qu'il y a plein de militants qui peuvent se reconnaître dans les 34 mesures de Plus jamais ça. Enfin, il y a vraiment un terreau pour faire ensemble qui est immense. Et en fait, si on commence à réellement parler du fond, il y a quelques sujets clivants dont il faut qu'on parle. On va y revenir là-dessus. Mais justement, la gauche a l'habitude de dire qu'il y a plus de choses qui vous rassemblent entre la gauche et les écologistes que de choses qui vous divisent. C'est ça qui justifie le rassemblement, c'est parce qu'il y a plus finalement de valeurs et de projets en commun qu'il y a de choses qui divisent, et c'est ça qui devrait justifier le rassemblement? Je pense qu'il y a le fait qu'il y ait ces idées en commun qui doivent nous rassembler. Puis il y a également la question de l'urgence de se donner les moyens de le mettre en place en fait. Donc je pense que le message de fond, c'est de dire qu'on n'est pas dans une période où on peut se permettre de cristalliser des tensions sur la base de micro-différences, et qu'il faut absolument qu'on travaille sur les quelques grandes mesures basculantes, les quelques grands points clés qui peuvent tous nous rassembler. Et à partir de ce rassemblement-là, se donner les moyens d'arriver au pouvoir, parce que la visée ultime, c'est vraiment de faire en sorte que 2022, on se retrouve pas avec un nouveau quinquennat Macron, par exemple. Claire vient de dire justement qu'il y avait évidemment des points clivants, mais que ce n'était pas la majorité de ce qui pouvait fâcher à gauche. Quand même, quand on fait le point sur les fractures, ou en tout cas les sujets qui divisent à gauche, il n'y a quand même pas des petits sujets. Il y a la question européenne, la laïcité, la question de la souveraineté, j'en passe et d'autres, parce qu'il y en a quand même beaucoup d'autres. Ces désaccords, ils sont surmontables pour une élection présidentielle? Je pense que la question est secondairement le programme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un socle commun, ce qu'a dit Claire, qui est tout à fait indéniable, qui est très important. Et par exemple, si on appliquait les 34 mesures de Plus jamais ça, eh bien, on serait dans une société radicalement différente.
Or aujourd'hui à gauche, il y a un accord sur, par exemple, ces mesures. À gauche et dans l'écologie politique, je pense qu'il y a un accord global sur ces mesures. Bon. La question, pour moi, n'est pas fondamentalement le programme. Quand on veut s'entendre, quand il y a la volonté politique d'aller ensemble dans un combat politique ou électoral, on arrive à faire des compromis sur le programme et on se met d'accord. Il faut des compromis en politique ? Absolument, il faut toujours des compromis en politique, ça c'est clair. Bon, mais la question fondamentale, c'est la volonté politique de rassembler. Si cette volonté politique elle n'existe pas, on peut se mettre d'accord sur un programme, le programme ne servira à rien. Il y a une expérience que moi j'ai vécue assez douloureusement, qui est celle qui a suivi le référendum sur le traité constitutionnel européen en 2007, 2005. Il y avait les comités antilibéraux. Pendant des mois, nous avons discuté pour faire un programme qui était excellent. Tout le monde était d'accord sur ce programme. Bon. Et à l'élection présidentielle de 2007, tout ça s'est effondré parce qu'il n'y avait pas la volonté politique d'y aller ensemble. Donc, je pense que la clé de l'affaire, c'est moins le programme sur lequel, évidemment, il faut discuter des divergences qu'il y a, des points communs, etc., et les traiter. Mais il faut avant tout construire cette volonté politique de rassembler et d'aller au combat en commun. Bon. Et le but de notre appel, c'est de créer une dynamique populaire, une dynamique citoyenne qui permette de construire cette volonté politique. Comme vous lisez le sondage du JDD il y a 8 jours maintenant, la gauche éparpillée pèse 30%, dans le sondage un peu moins de 30%, la gauche rassemblée ne pèse que 13 à 15% selon les hypothèses. Il y a deux gauches irréconciliables ? Alors je pense que si la gauche rassemblée, c'est une collection de logos mis bout à bout avec une tête d'affiche, effectivement ça pèse pas grand-chose. Là, je pense que l'idée aussi qu'il y a avec cet appel, c'est de créer une dynamique, en fait, qui va dépasser de très loin, en fait, une simple discussion entre partis et qui va s'appuyer, en fait, sur tout ce qui se passe aussi de très puissant politiquement dans la société aujourd'hui. Les luttes écolo, mais les luttes antiracistes, les luttes féministes, enfin, il y a énormément, il y a un bouillonnement, en fait, réellement. Et toutes ces luttes-là commencent même à se parler. La lutte, quand à Beaumont, les militants climat ont marché avec les militants antiracistes, ça dit quelque chose de très profond sur ce qui est en train de se passer. Donc bien sûr que si on aligne les logos, on est à 13, quoi. Par contre, si on insuffle un espoir nouveau en repartant de ces luttes fondamentales-là et en arrivant à les coaliser et en leur donnant un débouché électoral par une articulation avec ce qui se passe dans les partis, là, on commence à faire quelque chose d'intéressant. Donc, je pense que ce type de sondage, il nous montre les impasses dans lesquelles il ne faut pas qu'on tombe. Et il nous montre aussi, je pense, la faillite de la gauche partisane a réellement cristallisé cet espoir qui fait que tous ceux qui aujourd'hui désertent les urnes puissent un jour revenir. Et l'obstacle, on le lève en repartant justement de ce qui se passe dans la société et en faisant tous cet effort dans les organisations partisanes de faire un pas de côté, de décrisper un peu nos identités, de ne pas se dire qu'en fait il y a la ligne et puis on s'y tient, il y a le couloir et puis on s'y tient, et que ceux qui ne sont pas dans le même parti sont forcément des ennemis face auxquels il faudrait y avoir une méfiance, mais de réellement arriver aussi à se souvenir de ce pourquoi on s'est engagé en politique en premier, quoi. Enfin, je pense notamment ma génération, c'est des choses qui sont quand même assez fortes. Enfin, on est cette génération où en fait, par rapport à une période où il y avait cet imaginaire d'un monde en expansion, avec toujours plus, là on est sur une phase de régression en termes de liberté, en termes de bonheur, de santé, tout. Et je pense que c'est pour ça que ça a été beaucoup plus facile de travailler, notamment entre organisations de jeunesse, parce qu'on a en fait ce vécu commun, notamment sur la question écologique, mais pour nous elle va de soi. Enfin, que le social et l'écologie soient tissés, c'est juste une évidence pour nous en fait. Donc je pense il faut juste qu'on se réarrime aux raisons premières pour lesquelles on s'est engagé en politique. Après, le choix qu'on a fait d'aller dans tel ou tel orga, il est important, effectivement, mais en fait, il n'est pas premier. Le premier truc... Donc, c'est pas ton organisation dans laquelle tu milites, c'est les idées comment ton organisation se met au service d'un projet politique. Ouais.
Pierre, on connaît le calendrier de certains hommes et femmes politiques, notamment celui de Jean-Luc Mélenchon, qui devrait déclarer sa candidature dans quelques jours. On connaît le calendrier des écologistes, qui devraient organiser leur primaire après les élections régionales. À quoi va servir l'appel? Quel rôle vous allez jouer à partir de maintenant? Je pense que ce n'est pas très grave que telle ou telle personnalité se déclare ou que tel ou tel parti désigne un candidat. C'est assez logique. De certains points de vue. Le problème pour nous n'est pas là. Le problème, c'est une fois que ça est fait, est-ce que, il y a un processus politique qui se met en œuvre pour permettre de désigner un candidat commun sur la base d'un programme de rupture avec le néolibéralisme et le productivisme. Et nous voulons aider à construire ce processus politique. Bon. Donc le fait que Jean-Luc Mélenchon se déclare candidat, c'est assez légitime. Hein. Bon, il a fait 19%, un peu plus de 19% en 2017. Voilà, il représente un parti politique et une des principales forces d'opposition dans ce pays. Le fait qu'il se déclare candidat, c'est assez logique. Le fait que les écologistes veulent avoir un candidat, c'est tout à fait logique. Bon, c'est pas le problème pour nous. Le problème, c'est est-ce qu'on en reste là, à cette photo à l'instant T, ou au contraire, est-ce qu'on essaye de dépasser cette situation en construisant un processus politique qui permette justement de la dépasser. Or, on sait que les partis laissés à eux-mêmes, il y a de fortes probabilités qu'ils n'arrivent pas à construire ce processus politique parce qu'ils n'en auront pas la volonté. Bon. D'où le fait d'essayer, à travers cet appel et surtout à travers ce qui va se passer maintenant, d'aider à la construction de ce processus politique. Et il n'y aura pas un processus politique de ce type si les gens ne s'en mêlent pas, s'il n'y a pas de mobilisation populaire, s'il n'y a pas de dynamique citoyenne derrière. Et c'est ce qu'on essaye de créer là. Est-ce que c'est possible que le candidat de ce rassemblement que vous appelez de vos voeux soit celui ou celle qui sera désigné par les primaires chez les écologistes, Jean-Luc Mélenchon s'il est candidat, ou est-ce que c'est exclu ? Pourquoi pas? Je veux dire, la question aujourd'hui n'est pas de préempter le nom du candidat, c'est d'avoir un processus qui soit légitime aux yeux de tout le monde, à gauche et dans l'écologie politique, et que à gauche et dans l'écologie politique, tout le monde l'accepte. Bon. Parce qu'il y aura justement cette dynamique citoyenne, cette dynamique populaire qui forceront les partis politiques à accepter ça, sauf à en payer le prix. Donc nous sommes, il faut être clair, dans l'idée de construire un rapport de force qui force les partis politiques à tenir compte de cette idée et de cette dynamique que nous voulons créer. Je vais reposer ma question de manière plus claire peut-être, et ce sera ma dernière question. Claire, c'est quoi le profil idéal du candidat commun et surtout comment il peut être désigné? Alors je pense qu'il y a deux critères. Sa capacité à porter un projet extrêmement clair, qui sera forcément un projet radical et qui sera forcément un projet de rupture, de transformation. Il y a sa capacité à incarner ce rassemblement, en fait, à être ce point de cristallisation de l'ensemble des sensibilités qui ont leur spécificité, mais qui ont vocation à travailler ensemble. Donc cette question de l'incarnation, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut un peu un espace parallèle où cette question ne surdétermine pas les autres. Aussi parce que quelque chose qu'on a en commun dans tout cet arc, c'est une critique de la cinquième, c'est une critique de l'hyper-personnalisation, de l'hyper-concentration des pouvoirs dans les mains d'un président. Et du coup, on est obligé de faire avec les règles du jeu de l'élection de la cinquième. Mais par contre, si on veut se donner les moyens, disons, si on arrive au pouvoir de déconstruire ça, il faut déjà qu'on soit dans une posture d'esprit et dans des pratiques militantes qui déjà commencent à déconstruire ça. Donc en fait, c'est pour ça que la question de l'incarnation, pour nous, c'est le bout du processus, en fait. Et je pense que par rapport à ce que disait Pierre sur la légitimité du processus et la légitimité des candidats, je pense que c'est très intéressant de regarder ce qu'a écrit Julia Cagé récemment et qui fait le constat d'un déficit démocratique dans la manière dont fonctionne notamment le système partisan. Et je pense que là, on travaille beaucoup avec plein de militants qui ne sont pas dans des partis politiques, qui ont une incompréhension fondamentale de comment ça se passe et qui ne veulent pas y être parce que ce n'est pas la forme d'engagement qu'ils ont pris, mais qui par contre
Je pense qu'il y a une réelle envie d'avoir une prise en fait sur la manière dont un candidat est désigné, etc. Et en fait, on arrivera à insuffler cet espoir dont on parlait, et cette dynamique qui fera qu'on retourne voter, si on arrive à avoir un processus où un maximum de personnes se sentent impliquées et sentent que leur voix a été entendue. Et pour ça, il faut effectivement réfléchir à des formes qui dépassent les seuls primaires de partis, chacun dans leur coin, et puis après on réunit les candidats désignés, on leur dit bon, est-ce que vous pouvez essayer de travailler ensemble? Enfin, tout ça n'a plus aucun sens vu l'ampleur de la crise démocratique qu'il y a aujourd'hui. Si on prend au sérieux la crise des Gilets jaunes, si on prend au sérieux tout ce qui se passe de puissant dans la société civile actuellement, on ne peut pas être sur ce genre de scénario. Pour rebondir et terminer, c'est quoi le processus idéal du coup? Le processus idéal serait que notre appel, notre tribune soit massivement signé par plusieurs centaines, voire des millions de personnes, que nous soyons capables de construire dans les principales villes de France des relais locaux qui interpellent les partis politiques, qui mobilisent les citoyens. Et de toute façon, nous avons prévu de faire un grand événement. Alors avec la crise sanitaire, la forme qu'il prendra reste encore à déterminer, mais un grand événement au mois de janvier pour faire le point justement de ce processus. Et c'est un processus que nous voulons organiser de façon démocratique, puisque nous avons prévu une réunion par Zoom là, des premiers signataires, des 1000 premiers signataires à la fin octobre pour discuter de tout ça. Merci à tous les deux. Merci. Merci.